Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review sur l'épisode 7 de la partie 3 de la nouvelle série animée de Bleach qui adapte le dernier arc du manga, j'ai nommé La guerre sanglante millénaire. Et elle porte bien son nom parce que cet épisode 7 nous a donné un combat inédit, mais évidemment on va y venir en temps et en heure. Tout d'abord un petit résumé de l'épisode. Les Shinigami sont arrivés au Warvelt, qui vient d'être bâti à l'instant par le roi Yuaba qui vient d'absorber le roi des esprits. Il est devenu tout puissant et il a érigé un nouveau bastion, le Warvelt, avec ses plus fidèles et puissants Quincy. Nous avons donc la Schutzwaffel qui comporte ses 4 membres royaux, Yugra Mashvalt qui est donc le second de Yuaba, et enfin le futur héritier des Quincy, j'ai nommé Oryu Ishida, et tous ensemble ils vont protéger le Warvelt pour créer un monde meilleur pour les Quincy et un nouveau monde qui n'aura plus besoin des Shinigami. Ces derniers lancent leur ultime assaut sur le bastion Quincy, et c'est donc le début des hostilités entre ces deux factions, ces deux peuples, et ça commence en beauté par un combat totalement inédit entre Oryu Ishida et Renji Abarai. Et globalement, que dire à part que cet épisode 7 m'a encore une fois régalé, je l'ai trouvé absolument superbe, incroyable sur tous les plans, bien qu'il y a quelques défauts, menus défauts que j'ai relevés et qui peut s'appliquer à l'ensemble du cours et à l'ensemble de cette nouvelle saison, enfin de cette nouvelle série. Mais d'abord, petit mot sur la petite présentation des Stenwriters au début, enfin le petit discours de Yuaba à ces Stenwriters que j'ai trouvé très bienvenu. Ça permet aussi de mettre un peu l'emphase sur les Quincy, puisque les épisodes d'avant on avait eu le regroupement des Shinigami et le discours de Kuraku aux Shinigami. Donc là ça fait un peu écho à ça et voilà, ça donne un peu de corps je trouve au camp Quincy. Ça donne un peu le ton de leur philosophie, de leur mode de pensée et de leur but au travers de Yuaba et de leur discours qu'il leur fait. Et évidemment j'aime beaucoup le début de l'épisode qui se focus sur les Quincy, sur la grande tour qui va les téléporter aux 5 coins du Warvelt pour défendre le palais. Et j'aime beaucoup cette mise en place, ça permet de se rendre un peu plus compte de comment les Quincy sont organisés. Bon, c'est vite dit, c'est vite fait, mais dans le manga, surtout par rapport au manga, ils apparaissent comme ça, devant les Shinigami, et c'est un peu comme ça au hasard, comme un cheveu sur la soupe. Bon là ils se téléportent, mais au moins montrer leur mise en place, leur préparation, ça permet encore une fois d'installer plus efficacement les enjeux, et voilà, de faire monter la sauce avant évidemment le combat final. Et ça j'ai bien aimé, et ça rejoint un autre point par rapport au Warvelt et à ce nouveau décor, c'est qu'ils mettent beaucoup plus l'emphase sur la spatialisation des environnements et des personnages dans cet environnement-là, et ça aide beaucoup à se situer qui et où ils en sont géographiquement par rapport au palais. Ça permet de voir leur progression sur l'objectif final qui est le palais du Yuaba, et ça c'est vachement bien parce que ça permet de mieux se repérer, ça évite les grosses confusions, c'est quelque chose d'assez bête finalement, mais le fait est qu'on puisse mieux se situer où se déroule l'action, et bien ça permet de la rendre plus lisible et donc de rendre le visionnage plus agréable de manière générale. Donc tout ça j'ai bien aimé, ça c'est des rajouts par rapport au manga, et j'aime beaucoup le plan zénital en plan séquence, enfin le plan séquence qui finit en plan zénital sur le palais, donc le Warvelt, et on peut vraiment voir vu de haut que c'est voilà, c'est le symbole des Quincy, une étoile à 5 branches, enfin une étoile, je sais pas exactement ce que c'est, peut-être que vous me direz dans les commentaires, et bref j'ai beaucoup aimé ce mouvement de caméra voilà, qui met en place tout l'environnement. Pour ce qui est des Shinigami, donc voilà, ils ont tous débarqué pour l'affrontement final. Alors on a 3 groupes, on a le groupe principal dirigé par Kuraku et Urahara, ce côté là rien à dire, c'est bien de mettre aussi en lumière tous les participants Shinigami, parce que dans le manga il y en a beaucoup qui participent hors champ dans le manga, donc là le fait de vraiment les voir sur les plans ça fait du bien. On a le groupe de Kurosuchi et de Kenpachi qui est franchement un duo que j'adore. On a vraiment la grosse brute épaisse et le savant fou qui font mélange. Bon de ce côté là pareil c'est RAS, c'est comme dans le manga, et voilà l'interaction entre les deux est toujours aussi jouissive, toujours aussi intéressante, et puis voilà on a 2 GOAT capitaines. Donc voilà, de leur côté, il y a 0 changement, donc ça bouge pas. Et on a le groupe d'Ichigo Kurosaki, qui a donc été rejoint par les holos que sont Neliel et Grimjo. Neliel, j'adore sa couronne qu'elle a sur sa tête, je trouve que ça la rend assez stylée. En fait, le fait qu'elle soit assez innocente, mais un peu guerrière quand même, contrairement à Orihime, parce qu'elle a vraiment des phases assez girly, assez fangirl si je puis dire, surtout par rapport à Ichigo, mais le fait d'avoir cette énorme couronne de crâne, ça la rend tout de suite plus guerrière et ça lui donne un côté un peu plus sérieux quand même que n'a pas Orihime, donc voilà j'aime beaucoup le design de Neliel. Et puis pour Grimjo, bon c'est un truc un peu plus décontracté, un peu plus cool, mais voilà ça fait quand même plaisir de les voir en animation et les voir interagir avec le reste de la bande, forcément ça fait toujours un plaisir, surtout que bah voilà ça fait presque 10 ans qu'on attend ça en animé. Mais pareil, ils vont donc rencontrer Askinak le Var, et de ce côté-là, et pareil, je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il dénote avec le reste des Quincy très sérieux,
très théâtral, très voilà, philosophique, etc. Il est aussi théâtral et un peu burlesque de son côté, mais c'est voilà, c'est une touche de légèreté qui fait du bien. Mais tu sens qu'il reste un peu sérieux quand même, tu vois. Il veut vraiment tuer l'adversaire, il cherche le meilleur moyen de se les farcir sans trop d'efforts. Et voilà, Ashken Lovar, c'est un Terminator qui est rigolo, il est sympa, il est cool, mais il n'en oublie pas d'être mortel pour autant. Et ça, c'est tout ce qui importe. Par contre, les nouveautés, elles débarquent pour le groupe de Shinigami principal, donc là où ils sont le plus nombreux, avec tous les vice-capitaines et sous-officiers là. Et là déjà, petit ajout de l'animé pardon, qui fait plaisir. On a Lil Barrow, le sniper renois avec la dégaine de russe, qui fait un carnage en mode 3-6 non-scope, campeur de Call of Duty. Et ses exécutions, ces assassinats, enfin ces mises à mort des Shinigami, je les ai trouvées assez sanglantes, assez brutales, assez viscérales, et ça j'ai vraiment bien aimé. On voit vraiment en image le fait qu'il les fume, comme ça, et les trous qu'il fait, ils aiment bien les trous dans cet épisode, de planter l'adversaire et de faire des gros trous dans leur corps. Depuis ce troisième cours, ils aiment beaucoup ça, mais voilà, c'est ultra sanglant, et surtout on le voit en image. Encore une fois, j'ai revu en manga, mais en manga, on a juste deux lignes de dialogue qui dit oui, tous nos vice-capitaines et sous-officiers se font descendre, il reste qui? Et t'as Rukia ou une autre qui dit ouais, il reste plus qu'un tel, et c'est tout. Et le reste c'est de leur champ. Là, on peut le voir, donc comme ça explique à la fois le fait qu'on ne les voit plus du reste du combat, parce que bah, spoiler, vous les verrez plus du cours, ceux-là, ceux qui viennent de se faire descendre. Et voilà, ça permet aussi de le mettre en image et de donner ce côté bah voilà, sanglant de la guerre, c'est la guerre sanglante millénaire, faut des morts, faut du sang, et là on nous en donne, et ça permet de mettre en image des choses qu'on n'a pas eu en manga, donc c'est tout bénef pour ce petit ajout que j'ai trouvé vraiment bienvenu, et vraiment ça rend le truc, ça rend Lil Barrow très dangereux, même si pour l'instant il a éliminé que des petits calibres évidemment. Donc voilà, ça, ce petit ajout, j'ai bien aimé. Il divise la troupe de Shinigami qui est obligée voilà, de se séparer pour survivre à ces tirs. Et là, on arrive au gros de l'épisode, au Renji versus Ishida. Et là, que dire? On nous a donné un combat inédit, mais de haute volée. Là, franchement, je m'y attendais pas en plus. Je pensais pas qu'on allait avoir une telle confrontation. Et bon, bah, parlons du combat en lui-même. Franchement, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Un peu court, cela dit, mais suffisamment long pour bien être rassasié à la fin. Il fait la moitié de l'épisode. Et non, là, franchement, c'était super. On voit les Renji et Ishida interagir, notamment sur la trahison d'Ishida. Et ça fait super plaisir à voir. Il y a notamment un élément en particulier où je vais revenir à la fin de mon avis sur le combat. Donc voilà un combat où on revoit les pouvoirs de Ryu, mais surtout un combat où on peut voir les nouvelles capacités du Bankai de Renji, et ça c'est super cool parce que bon, normalement il n'était pas censé le sortir maintenant son Bankai dans le manga, et dans le manga on n'a jamais vu ces nouvelles capacités là. Donc voilà, voir toutes les capacités ultra versatiles de son Bankai, c'était super jouissif, on les découvrait en même temps que Ishida, et franchement il a des techniques super stylées, des techniques assez abusées mais aussi assez inventives. Et j'aime vraiment beaucoup que le rendu avec le côté serpent, qui est la lame offensive, il peut se moduler de toutes les façons, et il y a vraiment ce côté serpent agressif avec la lame, c'est vraiment le côté offensif qui peut voilà, serpenter, se faufiler pour donner les meilleures opportunités d'attaque, et de l'autre côté tu as vraiment le bras du gorille, qui est là pour la défense, voilà, se protéger, et pareil il a quelques formes différentes lui aussi, et voilà, c'est deux côtés modulables et vachement stylé, ça donne un petit côté Transformers, bon, vite fait, hein, mais ce que je veux dire, c'est un peu ce côté couteau suisse, où Renji doit utiliser la meilleure technique de son arsenal pour la situation, et il les enchaîne à une superbe vitesse, la mise en scène, les mouvements de caméra, franchement, vraiment impeccable, pareil, Uryu et ses pouvoirs, bon, c'est toujours les mêmes depuis le début, mais ils sont toujours très bien mis en scène, le Light Regen, la pluie de flèches, elle est toujours magnifique, son Volstanding, pareil, toujours tu sens qu'il a de la réserve de puissance à balancer. Non, franchement, ce combat, je l'ai vraiment adoré. Puis bah voilà, c'est un combat inédit qu'on n'a pas eu. Et par contre, ça rend encore plus Mask the Masculine, donc le Stein Richter que Renji a fumé dans la partie 2, plus ridicule face à Renji, parce que en fait Renji, il était pas à fond contre lui. Et ça rend encore plus ridicule les deux capitaines Vizard, Rose et Kensei, je crois. Le mec avec le point explosif, là, le capitaine de Isegi. Et ouais, ces deux-là, finalement, ils se font ridiculiser, mais bref, c'est pas le sujet, mais quoi qu'il en soit, c'est un combat que j'ai adoré. Franchement, il y a des mises en scène assez virevoltantes, assez dynamiques, très statiques, mais c'est pour plus mettre en valeur les différentes capacités. Les effets spéciaux sont toujours clean, et voilà, ça alterne bien entre moments statiques, moments dynamiques, le moment où Renji dévie la flèche d'Uryu avec son pied, le moment où on a le bras serpent virevole dans tous les sens et la caméra le suit. Bref, j'ai adoré ce combat. Et à la fin, donc, on a une nouvelle capacité déployée par Uryu Ishida qu'on n'avait pas vu avant, qui est le Feder Zwingen, et qui permet d'extraire le Reiatsu, la pression spirituelle des Shinigami pour leur ôter tout pouvoir et toute capacité de combattre.
Et ça pareil, j'ai trouvé ça assez stylé, enfin assez intéressant comme manière de combattre, de désarmer l'ennemi, parce que c'est ce qu'il a fait en quelque sorte, il a désarmé le Shinigami de toute sa pression spirituelle, donc il peut plus combattre. Mais Renji se laisse pas faire, on est dans un shonen et il fait un dernier baroud d'honneur avec une technique assez glauque où son Bankai dédouble ses os qui sortent de lui, enfin le bruit assez craquant des os est assez bien rendu pour nous rendre un peu mal à l'aise. Et bon bah il lance tout ce qu'il a, mais évidemment que bah avec le One Standing de Ryu, le duel de boules de feu, d'énergie, appelez ça comme vous voulez, bah c'est Ryu qui domine et qui le surpasse et il transperce Renji d'un seul coup. Il aime bien transpercer en un seul coup Ishida, lui c'est one shot, one kill, que ça soit avec Senjumaru, Ichigo et maintenant Renji, et ça rajoute encore plus à la trahison d'Ishida. Là, tu sens qu'il a vraiment zéro limite, il est vraiment prêt à tout pour les Quincy, et ça le rend encore plus dangereux, encore plus impressionnant, et surtout, bah ouais, dangereux pour les personnages, et malveillant vraiment, parce qu'il il abat ses adversaires froidement. La fin de l'épisode qui se termine sur lui en lui disant que voilà, les Shinigami c'est une espèce qu'il exècre et qu'il déteste, et que c'est pour ça qu'il les extermine, avec sa dégaine de SS blanc là, il dégage de la malveillance le Ryu Ishida. Et en parlant de ça, j'ai beaucoup aimé l'interaction qu'il a eu avec Renji, notamment ce qu'a dit Renji en l'appelant le Quincy. Il l'a pas appelé Ishida, il l'appelait le Quincy, et j'ai noté une évolution dans le combat, parce qu'il dit Quincy à 2 reprises, il appelle Ryu Ishida Quincy à 2 reprises au début, et à la fin il lui dit « Qu'est-ce que tu en sais des Bankai, sale Quincy ?» Et le seiyuu, à la manière de prononcer le Quincy, il rend honneur à la mentalité de Renji qui a évolué. Au début, c'était encore un traître, un frère d'armes traître, donc le Quincy, c'était plus une petite boutade pour le déshumaniser, pour dire ouais t'es un Quincy et donc t'es automatiquement contre moi dans cette guerre, pour pas l'appeler Ishida. Alors que là à la fin, quand il a plus de pression spirituelle et qu'il est désarmé et qu'il lui dit qu'est-ce que tu en sais des Bankai, ça le Quincy, tu sens que là le Quincy c'est plus une blague, il le traite vraiment comme un Quincy pour totalement le déshumaniser en tant qu'ennemi, en tant que personne. Et cette évolution dans l'usage du mot Quincy, genre je sais pas si c'est voulu, je sais pas si c'est moi qui interprète trop, mais j'ai trouvé que dans voilà, le jeu du seiyuu, ça en dit long sur la perception qu'a Renji sur Ryu Ishida, par rapport au fait que voilà, il vient de perdre toute sa pression spirituelle, il vient de lui priver de ses armes, et là il va l'achever. Ça montre à quel point Renji, bah, après le combat, il a été complètement, bouleversé, et qu'il ne se remet vraiment pas, et il a passé un cap dans l'acceptation de la perte de son frère d'armes en tant que traître. Voilà, j'ai absolument bien aimé cet échange-là, ce petit échange, même si j'aurais aimé qu'ils parlent un peu plus. Mais voilà, le combat a parlé de lui-même, et franchement, encore une fois, je l'ai trouvé incroyable. Le Genki Dama de feu, avec l'association de son serpent et de son gorille, j'ai trouvé ça, pareil, ultra badass. La mise en échelle avec les pouvoirs, pareil, avec la spatialisation de l'espace que je disais un peu plus tôt, ça permet de rendre les pouvoirs encore plus impressionnants, parce que quand tu vois la boule de feu qui explose et qui fait la largeur de la branche du Varvelt, là tu fais « Ah ouais, le gars, il a vraiment envoyé la sauce ». Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré cet épisode de A à Z. Ceci dit, j'ai quand même 2-3 reproches à faire. D'abord par rapport à la musique, je trouve qu'il réutilise la musique avec les chœurs. Alors, je vais vous faire une imitation des plus claqués au sol, mais celle qui fait au tout début du combat. Bon, vous l'avez pas, mais je pense que vous écouterez, enfin vous entendrez de quoi je parle en regardant l'épisode. Mais je trouve qu'ils abusent un peu de cette musique-là, et par contre, ça donne un côté un peu répétitif à la musique, et sans mauvais jeu de mots, t'as l'impression qu'il boucle un peu dessus. Ça peut enlever un peu à l'impact de certains événements, parce que s'ils remettent tout le temps la même musique, ça veut dire que l'histoire considère ces événements-là de même niveau, de même intensité. Parce que la musique c'est un élément très important pour mettre en relief l'importance des événements, mettre en ambiance, etc. Donc voilà, je trouve qu'au niveau musical, même si j'adore la musique, franchement je la trouve super stylée, moi le coup des chœurs un peu en latin, européen comme ça. Donc ouais, j'adore cette musique-là, mais je trouve qu'il boucle un peu trop dessus, et j'aimerais voir un petit peu plus de variété musicale. Et deuxième reproche, c'est par rapport au décor, et ça je m'en rends compte surtout par rapport à la deuxième partie, et troisième partie qu'on est en train de regarder, c'est qu'ils sont un peu monochromes. C'est-à-dire qu'on avait une ville basse Quincy avec un ciel rouge, là on a une ville haute Quincy avec un soleil noir et une lumière violette, ce qui fait que c'est un peu répétitif dans les décors, et pareil on boucle un peu dessus. Alors je pense que d'un côté ça permet aux animateurs de faire beaucoup d'économies d'animation
sur les décors et de dessin, puisque vu que c'est les mêmes, avec la même lumière, ça facilite le travail d'animation, donc ça peut nous donner encore une fois une belle mise en scène et des combats aussi dynamiques que celui-ci. Je pense que c'est un maigre prix à payer, mais ça c'est déjà un reproche qu'on pouvait faire au manga, les faibles décors, même si le Varvelt, encore une fois, je le trouve super stylé, mais le fait est que les décors dans Bleach, ça n'a jamais été le gros point fort comparé à d'autres mangas. Et surtout, c'est que par rapport à la mise en scène du manga, on a beaucoup de traits de vitesse pour mettre en valeur les personnages plus que les décors. C'est un choix esthétique. Le fait est que quand même, avoir tout le temps la même lumière, le même décor, à quelques variations près, ça peut quand même donner une certaine redondance et un petit essoufflement. Pour l'instant, de cette partie 3, je suis extrêmement confiant pour la suite de Bleach, et franchement, je suis extrêmement heureux. Ça fait des années qu'on attend cette adaptation, et pour les éléments les plus importants, elle ne déçoit pas, mieux, elle surprend bien. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de Bleach. Moi je vous dis portez-vous bien, salut tout le monde.